Autoroutes bloquées, préfectures attaquées, fumier déversé devant des supermarchés, incendies, explosions, la colère des agriculteurs est au cœur de l'actualité et pourtant, elle n'est pas nouvelle. Cela fait des années que les agriculteurs et agricultrices ont le sentiment de ne pas être écoutés, alors que leur principale revendication est de vivre dignement de leur travail, comme beaucoup d'autres professions d'ailleurs. Jusqu'en 2030, je vais travailler pour juste payer des dettes, pas pour de revenus, pas pour rien du tout. C'est à la mi-janvier que le mouvement de protestation du monde agricole s'est intensifié, à travers des blocages, des manifestations, mais aussi des actes de vandalisme et actions coup de poing. Les raisons de la colère, des revenus trop faibles, face à un travail de plus en plus lourd et complexe, et un sentiment de perte de sens. Mais aussi l'impression d'être soumis à des normes, une bureaucratie de plus en plus absurde et contraignante. Je suis éleveur, je vous nourris, et moi je meurs, peut-on lire sur certaines banderoles. En moyenne, 1 à 2 agriculteurs se suicident chaque jour. En cause, leurs faibles revenus, l'endettement, mais aussi le sentiment de dénigrement. On nourrit le pays, aujourd'hui, et on est considérés comme des sous-merdes. Partis d'Occitanie et des agriculteurs eux-mêmes, la colère du monde paysan s'est répandue dans toute la France en quelques jours, avant d'être récupérée par la FNSEA, alors même qu'il est déjà la principale puissance en matière de lobbying agricole. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Gabriel Attal a eu beau accéder à un bon nombre de demandes, notamment de simplification, il n'a rien annoncé de concret sur les revenus. La protestation a donc continué et la tension est montée. Les débats font rage, les revendications sont instrumentalisées de toutes parts et le mouvement est si divers qu'il est difficile de s'y retrouver. Les normes environnementales sont pointées du doigt, considérées comme trop lourdes et inapplicables, les écologistes désignés comme boucs émissaires. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile, vraiment. Quand certains discours portés sur nos agriculteurs les présentent comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires de leurs animaux, on aimerait aussi entendre vos indignations et votre défense du modèle agricole. On voit bien qu'ils cherchent à détourner l'attention, mais c'est quand même pas nous qui sommes ministres de l'Agriculture, ça vous aura pas échappé. Le modèle productiviste, l'impasse dans lequel est le secteur, c'est pas nous qui l'avons mis en place, ça fait même plutôt quelques décennies qu'on le combat. Mais ce que tout cela cache, c'est un système qui enferme les agriculteurs et les consommateurs dans un cercle vicieux où tout le monde semble perdant, à part l'agro-industrie et la grande distribution. Tout ceci pose donc une question majeure. Comment imaginer l'agriculture de demain ? Une agriculture qui rémunère dignement ceux qui la pratiquent et qui préserve les sols, l'eau, les humains. Pour le moment, la tendance est plutôt à répondre aux problèmes sur le court terme, quitte à revenir en arrière sur l'écologie. Et donc à créer toutes les conditions d'une crise qui a vocation à se répéter au fur et à mesure que les conséquences du dérèglement climatique s'aggravent. Alors qu'est-ce qu'il se joue autour de la colère des agriculteurs ? Et que peut-on imaginer pour l'avenir ? Réponse dans cette nouvelle émission Écologie pour Blast. Cette crise vient de loin. Cela fait en réalité des décennies que les agriculteurs manifestent leur mécontentement de façon plus ou moins musclée. On se souvient des préfectures vandalisées, des tonnes de lisier déversées, des intimidations contre des ministres ou des grands blocages comme celui des bonnets rouges en 2013 qui protestaient contre l'écotaxe et les réformes de l'agroalimentaire. Les agriculteurs dénoncent depuis longtemps les injonctions contradictoires qu'ils subissent. D'un côté, on leur demande de produire plus vite, moins cher et en plus grande quantité pour préserver la souveraineté alimentaire, et de l'autre, de produire mieux en protégeant la biodiversité et le climat. Au moment même où on leur dit vous devez assumer la souveraineté alimentaire, certains sont dans des situations de grande précarité. Donc c'est quand même le choc finalement des discours et puis de la réalité sociale et économique. Mais le cœur du problème actuel, c'est avant tout les prix payés aux agriculteurs pour ce qu'ils produisent. La grande majorité d'entre eux sont perdants dans le rapport de force avec les grands acheteurs de leurs produits. Ceux qui les transforment pour les exporter à l'international et ceux qui les distribuent. Ceux qui se font des marges sur leur dos. Un des acteurs les plus importants de ce monde et qui gouverne tous les autres, c'est quand même l'industrie agroalimentaire, tous ceux qui achètent, tous ceux qui font la pluie et le beau temps de nos deux mondes en fait. On arrive dans un secteur où il y a 80% du marché qui est détenu par 5 enseignes. Ça, c'est très problématique. Avec des prix pareils, les agriculteurs gagnent peu, en moyenne 1 600 € par mois. Avec cette somme, ils doivent vivre, mais aussi investir. Achat de terres, de matériel, de bâtiments, d'animaux. Et les sommes sont considérables. Plusieurs centaines de milliers d'euros pour un tracteur ou une moissonneuse. Idem pour une stabulation pour les vaches avec tout l'équipement et les aliments qui vont avec. Les industriels et les coopératives poussent souvent les agriculteurs à ces investissements coûteux et les mettent en situation de surendettement. Le taux d'endettement des agriculteurs n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, comme le souligne le politiste Andy Smith sur Mediapart.
Mais avec leurs revenus, ils ne parviennent souvent pas à assurer le quotidien et à rembourser leurs dettes. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me loge, qui m'habille, qui me nourrit, qui fait face à tous les besoins du foyer. Moi, je ne fais que de payer des dettes. Il faut donc produire plus. Et comme les prix n'augmentent pas, il faut produire encore plus vite, travailler 16 à 17 heures par jour pour avoir une chance de rembourser. Souvent au détriment de leur santé et parfois de l'écologie. Et lorsque s'ajoutent à cela des normes de plus en plus contraignantes et une concurrence déloyale d'autres pays qui produisent moins cher, avec des salaires moins élevés et des normes moins rigoureuses, c'est la goutte d'eau. Tout le système est à revoir. Rappelons ici qu'un quart des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Statistiquement, les agriculteurs de 15 à 65 ans ont un risque de se suicider 30% supérieur aux autres catégories professionnelles. Pour en revenir au déroulé des récentes mobilisations. Fin octobre 2023, le syndicat des jeunes agriculteurs et la FNSEA étaient déjà entrés en manifestation avec le retournement des panneaux d'entrée de villages et de villes pour dire « on marche sur la tête ». Un mouvement parti du Tarn qui est vite devenu viral. Sur la longue liste de revendications figuraient déjà des appels à simplifier les normes imposées par l'État et l'Union européenne. La fin de la concurrence jugée déloyale de produits étrangers, des aides financières pour faire face à l'inflation. Mais l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et changé l'ampleur du mouvement en janvier, c'est la hausse prévue de la taxation du gazole non routier, le carburant utilisé dans les tracteurs. Les premiers mouvements sur l'A64 entre Bayonne et Toulouse n'étaient pas des mouvements qui venaient de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs. C'était beaucoup plus spontané, contre une taxe d'ailleurs, un peu comme le mouvement des Gilets jaunes. Plus précisément, une réforme de la fiscalité qui prévoyait l'abandon progressif d'une aide fiscale sur le gazole non routier. Aujourd'hui, il coûte en moyenne 1,26 € le litre. Avec la hausse, il aurait augmenté de 28 centimes le litre, ce qui représente près de 7 000 € de plus par an pour une exploitation qui utilise 4 tracteurs, par exemple. Par conséquent, depuis le 18 janvier, à l'appel de plusieurs syndicats agricoles, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale ou encore la Confédération paysanne, des agriculteurs bloquent avec leurs tracteurs des routes nationales et des autoroutes dans la plupart des régions de France. Les revendications sont multiples et ne sont pas toujours les mêmes en fonction des syndicats. C'est un peu comme au moment du mouvement des Gilets jaunes. La colère est partagée, mais les points de vue peuvent différer, tout comme les intérêts. Car le métier d'agriculteur revêt des réalités très différentes. Un grand céréalier de la Beauce n'a pas les mêmes problématiques qu'un maraîcher de la Drôme ou un éleveur du Cantal. Tous ne sont pas soumis aux mêmes aléas et tous ne bénéficient pas des mêmes avantages. Si la moyenne des revenus des exploitantes et exploitants agricoles est inférieure au SMIC, certains gagnent très bien leur vie. En recevant la FNSEA, les jeunes agriculteurs, le gouvernement essaie d'une certaine façon de légitimer ces syndicats. Il y a là aussi une crise de la représentation, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas et ils n'obéissent pas forcément aux mots d'ordre syndicaux. C'est disparate, c'est pas respecté partout, les mots d'ordre syndicaux ne sont pas unanimement respectés. Là où le point de vue des syndicats diffère beaucoup, c'est sur l'écologie. Ainsi, du côté de la FNSEA, qui a tendance à défendre les intérêts des grosses exploitations, ou de la coordination rurale, encore plus à droite, on met l'accent sur les rémunérations, mais aussi le pacte vert européen, en demandant à annuler un maximum de normes environnementales. La FNSEA demande notamment de revenir sur le principe de non-régression du droit de l'environnement. Inscrit dans la loi en 2016, il a vocation à éviter tout retour en arrière en matière d'écologie. Du côté de la Confédération paysanne, plus à gauche, la première revendication est d'obtenir des prix qui garantissent aux agriculteurs de vivre de leur production, avec une loi pour interdire l'achat de produits agricoles en dessous de leur prix de revient. Mais elle est aussi favorable à toutes les aides susceptibles d'accompagner l'agroécologie, par exemple. Pour résumer donc, on aurait pu s'attendre à ce mouvement. Et pourtant, le gouvernement semble découvrir les raisons de la colère, comme s'il n'était pas responsable des politiques menées durant les 7 dernières années. Je le dis, ça me rend dingue d'entendre qu'il y a des jeunes agriculteurs qui attendent le versement de leur aide à l'installation depuis 1 an, voire plus. Mais cette fois, les agriculteurs ont mis une pression inédite et comptent bien être entendus. Le début du mouvement a été marqué par des actions chocs, avec notamment un bâtiment vide de la Direction régionale de l'environnement visé par une explosion à Carcassonne. Une action revendiquée par le comité d'action viticole. Très vite, plusieurs activistes ont dénoncé le 2 poids, 2 mesures du gouvernement dans la répression des écologistes et des agriculteurs. Quand nous avons des actions qui sont bien moins violentes, on est traité directement d'éco-terrorisme. Quand là, on rappelle quand même que hier à Carcassonne, il y a un bâtiment qui a été soufflé par une explosion, un bâtiment public, une bombe a été posée quand même. Et là, on a, en réaction, on a
un ministre de l'Agriculture qui décale une loi, Emmanuel Macron qui demande à tous les préfets d'aller rencontrer les agriculteurs, et puis un Premier ministre qui reçoit en grande pompe ses auteurs. Par la suite, les actions se sont multipliées. Blocages, lisiers sur les préfectures, pneus incendiés, opérations dans les supermarchés contre les produits étrangers, parking d'un supermarché labouré. Mais contrairement aux précédents mouvements sociaux, celui-ci n'est alors pas réprimé. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications qui sont... Le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Gérald Darmanin assume ici une forme de hiérarchie des colères. Pourtant, les gilets jaunes, les manifestants contre la réforme des retraites, les soignants sont eux aussi en souffrance. Mais ce double standard n'est pas nouveau. Déjà, dans les années 70, il y avait un mouvement qui s'appelait les paysans travailleurs. C'était l'ancêtre de la Confédération paysanne. Et quand les agriculteurs de la FNSEA n'étaient pas arrêtés, ceux de la Confédération paysanne étaient immédiatement traduits en justice. 10 jours seulement après le début de la mobilisation, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait une série de mesures pour simplifier à tout prix, mais aussi réduire au maximum les contraintes environnementales. Ce qui marque un retour en arrière sur l'écologie. On va y revenir. Il a aussi promis que la niche fiscale sur le gazole agricole sera maintenue, que la France s'opposera à l'accord de libre-échange Mercosur et assurer que la loi Egalim de 2018, qui est censée assurer une rémunération juste aux producteurs en encadrant les négociations dans les filières agroalimentaires, sera enfin respectée. Donc produire et protéger, vous laisser respirer et vivre de votre travail, être derrière vous à fond, c'est les 3 mots d'ordre que je suis venu défendre devant vous aujourd'hui, parce que la France sans agriculture, ça n'est plus la France. Parce que je sais qu'en agriculture, c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour. Mais il n'a encore rien proposé de concret sur les revenus et la fixation des prix qui sont au cœur de la contestation. Ce dont ont besoin les agriculteurs aujourd'hui, c'est d'une loi qui interdise que quiconque achète nos produits en dessous de ce que ça nous coûte. Des annonces jugées insuffisantes donc pour répondre au désespoir. La FNSEA, la coordination rurale, mais aussi la Confédération paysanne ont donc appelé à continuer la mobilisation. Une mobilisation qui prend des formes de plus en plus diverses et semble presque incontrôlable. Pour chaque action, une revendication et des tensions qui montent. Le 30 janvier, par exemple, à côté de Nîmes, des agriculteurs masqués s'en prenaient à un conducteur de camion espagnol pour lui demander d'ouvrir son coffre et vérifier qu'il ne transportait pas des aliments importés. Et voilà, je vois que le camion est enfin ouvert. Qu'est-ce qu'il y a ? Et, ils emmènent aux mains. Les gendarmes interviennent. Certains ont aussi brûlé des marchandises étrangères. Le même jour, dans la Creuse, des agriculteurs attaquaient un commissariat de police avec du fumier. La Confédération paysanne, de son côté, a donné pour consigne de cibler les plateformes de distribution des grandes surfaces pour dénoncer les accords internationaux de libre-échange et donc bloquer des sites en lien avec des plateformes logistiques. Une semaine plus tôt, elle organisait des opérations caisses ouvertes, comme ici, au Auchan de Chasseneuil-du-Poitou. Ouvrir les caisses, et puis vous passez. Voilà. Donc c'est un peu comme une opération péage gratuit sur l'autoroute, sauf que là, c'est vous qui poussez la bagnole. Voilà, alors bonne journée, et le groupe Auchan vous remercie de votre visite. Le mouvement s'est durci le lundi 29 janvier, avec la convergence de tracteurs vers Paris et les tentatives de blocage du marché de Rungis. La FNSEA affirme qu'elle ne souhaite pas bloquer Paris ou encore le marché de Rungis. Ce n'est pas ce que dit un autre syndicat agricole, la coordination rurale. De toute façon, les Parisiens vont être affamés. Le but, c'est d'affamer les Parisiens, point. Voilà. Gérald Darmanin a alors donné pour consigne au préfet de police que les tracteurs n'entrent pas dans les villes ni les grandes villes. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés pour empêcher le blocage du marché de Rungis, car ce qui inquiète le gouvernement, c'est une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Rappelons ici que selon les données de l'ADEME, en cas de rupture d'approvisionnement, Paris ne disposerait que de 3 jours d'autonomie alimentaire pour les produits frais, ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des grandes villes. Faire peur avec la faim, c'est aussi ce que la FNSEA fait à sa manière, en invoquant sans cesse le danger d'une non-souveraineté alimentaire dans notre pays. Car depuis la crise du Covid, pendant laquelle on parlait déjà d'autonomie alimentaire, mais aussi la guerre en Ukraine, la souveraineté alimentaire est devenue l'argument d'autorité permettant de poursuivre des pratiques qui génèrent des catastrophes écologiques et humaines majeures. Comme l'écrit Harold Levrel, professeur d'économie écologique à AgroParisTech dans The Conversation. C'est l'obsession d'Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.
Il faut préserver la souveraineté alimentaire et la compétitivité du modèle français. Moi, mon problème, c'est de faire en sorte que les 400 000 agriculteurs français qu'il reste aujourd'hui, nous étions 1 million en 1990, puissent continuer à produire pour nourrir les Français et assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. Cette agriculture-là, que les revendications de Arnaud Rousseau et d'autres cherchent à conforter, c'est une agriculture qui est très largement dépendante, qui est absolument pas souveraine. Puisqu'on ne peut pas faire cette agriculture-là sans des quantités énormes d'engrais azotés de synthèse pour lesquels, pour le fabriquer, il faut du gaz. On ne peut pas la faire sans pesticides. Or, les pesticides, voilà, c'est tout un tas de firmes qui ne sont absolument pas françaises, qui sont dans la boucle. Pour Harold Levrel, le problème de souveraineté alimentaire n'en est pas un. Le vrai problème est qu'on exporte ce que l'on produit, y compris ce dont on a besoin. Il ajoute que l'on ne peut évoquer la souveraineté alimentaire sans prendre en compte les défis écologiques actuels. Les besoins en eau pour produire les aliments, la dépendance aux énergies fossiles générées par les intrants de synthèse, l'épuisement de la fertilité des sols lié à la monoculture intensive ou encore les effets du réchauffement climatique, comme la sécheresse notamment, qui induit d'importantes pertes de productivité pour les agriculteurs. La productivité alimentaire et donc la souveraineté alimentaire ne peuvent exister à long terme sans prendre soin de tout ce qui permet aussi de produire aujourd'hui. Les sols, les pollinisateurs, l'eau. Cette crise est donc le symptôme de l'épuisement d'un modèle et plusieurs voies s'offrent au gouvernement. Faire des ajustements à la marge ou revoir en profondeur le système agricole pour assurer sa résilience sur le long terme. Or, la FNSEA, qui est majoritaire aujourd'hui, est dirigée par un homme puissant, président de la multinationale Avril, 4e groupe alimentaire français. Il n'a aucun intérêt à ce que notre modèle agricole change en profondeur. Il a toujours défendu l'agriculture intensive, taxe tous ses opposants d'agribashing et s'oppose à la transition verte qui est demandée par les consommateurs. Ce monsieur-là, il a bâti sa fortune sur la spéculation des matières premières agricoles. Et donc son intérêt personnel va être de garantir ce libre-échange, ce libéralisme, etc. Et c'est pour ça qu'on n'obtient rien de concret sur le revenu. Parce que c'est le seul interlocuteur du gouvernement. C'est la FNSEA qui fait à peu près ce qu'elle veut en matière d'agriculture. C'est la FNSEA qui dicte le nom du ministre de l'Agriculture. La meilleure chose qui puisse arriver aux agriculteurs, lesquels d'ailleurs en privé, moi j'en connais plus, un monde que je pense bien connaître, j'en connais pas qui soutiennent la FNSEA. En fait, il faudrait que ce mouvement s'émancipe de la FNSEA. Je pense que ça choquerait beaucoup en fait dans d'autres syndicats d'avoir justement à la tête d'un syndicat qui représente beaucoup de travailleurs, notamment précaires, d'avoir quelqu'un comme Arnaud Rousseau. Pour le coup, il est agri-manager, il a une ferme de 700 hectares. 700 hectares, c'est pas du tout 200 hectares. Du coup, c'est quelqu'un qui gère une entreprise qui n'a pas les mains dans la terre. La FNSEA, très proche du gouvernement, qui dédie en moyenne 600 000 € de budget par an au lobbying depuis 2017, est très écoutée. C'est l'une des raisons pour lesquelles Gabriel Attal, lors de son discours, est revenu sur beaucoup de mesures environnementales qui sont pourtant les garantes à long terme de la souveraineté alimentaire de la France. Le Premier ministre a réduit, par exemple, les délais et les possibilités de recours face aux procédures administratives pour la construction de bâtiments d'élevage, de méga-bassines et de retenues d'eau. Alors même qu'en octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé 2 grands projets de méga-bassines en jugeant que ces réserves dites de substitution étaient surdimensionnées et inadaptées aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, la possibilité de faire ce type de recours sera encore plus réduite. Alors que les méga-bassines, par exemple, sont dénoncées par des scientifiques comme une maladaptation aux sécheresses présentes et à venir qui vont augmenter notre vulnérabilité tout en fragilisant les écosystèmes. Mais il faut lutter contre tous les bâtons dans les roues, tout ce qui entrave votre capacité à porter des projets. Projets de retenue collinaire, de bassines et autres. Gabriel Attal a annoncé un allègement général sur la protection des haies, les contrôles de l'Office national de la biodiversité et a promis d'obtenir une nouvelle dérogation sur l'obligation pour les agriculteurs de mettre en jachère 4% de leurs champs pour toucher les aides de la PAC. Pour info, la jachère est une pratique qui consiste à régénérer les sols en mettant au repos une partie des terres pour éviter la surproduction et l'épuisement des sols. Tous ces reculs sont le résultat d'une stratégie politique pour opposer écologistes et agriculteurs. C'est ce qu'ont dénoncé une 50aine d'organisations écologistes dans une tribune. Ils écrivent « Nous, organisations écologistes, paysans et militants pour un autre modèle agricole depuis des décennies, partageons cette colère et refusons le discours dominant qui voudrait faire de nous vos ennemis. Nous sommes en colère parce que nous savons que la destruction des conditions de vie des paysans, comme la destruction des écosystèmes, profite aux mêmes personnes et que ce sont ni vous, ni nous. Il existe aujourd'hui une volonté délibérée de faire des normes environnementales, et par là même des écologistes, des boucs émissaires pour faire oublier
que la source du problème vient des décisions prises par les gouvernements successifs et les intérêts de l'agrobusiness. Il ne faudra pas non plus qu'après cette crise, on revienne à ce qu'on peut connaître malheureusement assez régulièrement, c'est entendre en permanence des personnes, parfois politisées, parfois moins, qui dénigrent en permanence nos agriculteurs, qui les présentent comme des bandits, qui les présentent comme des pollueurs, qui les présentent comme des femmes, des hommes qui torturent leurs bêtes. Ce que je souhaite, c'est qu'à l'issue de ce mouvement, on n'accepte plus ce type de discours dans le débat public parce qu'ils font mal à nos agriculteurs, parce qu'ils font mal aux Français et parce qu'ils font mal au pays. Les écologistes sont pointés du doigt pour détourner les regards. Mais qui a véritablement le pouvoir aujourd'hui? Ce ne sont pas les écologistes, qui ne représentent que 4% des députés français et 10% des eurodéputés, comme le rappelle le journaliste Lou Esparguilière. Ce mouvement de révolte est plutôt la conséquence de politiques néolibérales et conservatrices. Et il ne cesse d'être instrumentalisé par le Rassemblement national pour dénoncer l'écologie punitive. J'attends qu'il renonce au pacte vert. Voilà, qu'il annonce que la France fera d'abord primer ses intérêts. Le pacte vert, le Green Deal, comme on dit, qui a donc été décidé par l'Union européenne. Bien sûr, qui est le bras armé de l'écologie punitive. Vous auriez tenu ce discours s'il s'agissait d'écologistes ? Enfin, excusez-moi, mais les écologistes ne défendent pas leur peau, en fait. Ils défendent la planète. Ne sont pas dans toutes les peaux, du coup. Les écologistes ne sont pas dans une logique de survie. Et puis, puisque vous parlez des écologistes... pour la planète, excusez-moi, mais ce qu'on paye aujourd'hui, c'est l'écologie punitive. C'est les écolos dingos de Bruxelles qui pensent que demain, il va falloir la décroissance agricole. Or, l'agriculture ne se maintiendra que si elle préserve le climat. Si les agriculteurs dénoncent pour beaucoup les normes environnementales, il faut bien comprendre que c'est en premier lieu parce qu'elles s'ajoutent déjà à nombre de contraintes. Beaucoup d'agriculteurs le disent. On supporte mieux les normes environnementales lorsqu'on est bien payé. Si on réglait cette question des revenus, il n'y aurait aucun souci pour pouvoir mettre en place des haies, pour pouvoir travailler pour la biodiversité. Ce ne serait donc pas le bien fondé de ces normes, préserver la biodiversité par exemple, qui serait remis en question, mais plutôt la façon dont on leur demande de les appliquer, sans accompagnement, sans aide. Si les normes environnementales sont décidées, ce n'est pas pour embêter les agriculteurs. Comme pour d'autres secteurs, elles sont la conséquence d'études qui ont révélé des impacts à réduire ou supprimer. En 40 ans, par exemple, le nombre d'oiseaux des champs a diminué de 60% à cause des pesticides et engrais. Or, comme le souligne Sophie Le Guil, écologue indépendante, au niveau de l'Union européenne, on estime qu'environ 21% du rendement agricole est purement lié au bon fonctionnement des écosystèmes, eau, sol, pollinisation, avec une grande variabilité selon les types de cultures. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques que rend la nature. Et évidemment, de vraies questions se posent sur les pesticides. Beaucoup d'agriculteurs expliquent qu'ils ne peuvent pas faire sans aujourd'hui et craignent que si les produits phytosanitaires qu'ils utilisent pour traiter certaines maladies sont interdits, ils ne pourront plus les cultiver et que ces mêmes produits seront importés de pays où ces pesticides ne sont pas interdits. Il est donc ici aussi question de proposer des alternatives viables. Pour creuser ce sujet, vous pouvez aller voir le chapitre 6 de cette vidéo sur les solutions pour sortir à terme des pesticides. Face aux problèmes immédiats qui se posent aux agriculteurs, il est tentant de penser à court terme comme le fait le gouvernement, plutôt que de proposer un réel projet sur le temps long. C'est une erreur de croire que les agriculteurs ne veulent pas changer leurs pratiques. Il faut finir la fin du mois. Moi, la fin de la planète, pour le moment, je m'en fous un peu dans la crise actuelle. Alors supprimer les normes environnementales, ne pas promouvoir d'autres modèles, reviendrait à repousser le problème à plus tard et à créer les conditions d'une crise qui se répétera au fur et à mesure que l'urgence climatique s'aggrave alors que les agriculteurs sont en première ligne. Gabriel Attal a fait de nouvelles annonces le 1er février, notamment la mise en pause du plan de limitation des pesticides éco-phyto, le renforcement des contrôles des supermarchés, le soutien fiscal aux agriculteurs. Disons, l'action se transforme. Elle ne se termine pas, elle se transforme. Et que personne ne doute que si jamais les résultats n'étaient pas au rendez-vous, la mobilisation pourrait reprendre ce type de forme. Voilà. Nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation. Je vous laisse voir sur les images de Thierry Bouillet, il ne reste plus que de la paille. Voilà. Les réalisations très concrètes, c'est justement ce qui manque selon ces agriculteurs du sud de la France. Eux ont décidé de continuer leur blocage sur l'autoroute A7. On n'a rien entendu sur le revenu et sur enfin dire aux agriculteurs oui, vous aurez un prix qui vous permette de vivre dignement de votre travail, qui vous permette de couvrir vos coûts de production, vous rémunérer et envisager l'avenir. Et notamment les 20% de paysannes et paysans qui n'arrivent pas à se dégager un revenu. À l'autre bout de la chaîne, il n'a jamais été aussi difficile pour les citoyennes et les citoyens d'avoir accès à une alimentation saine
et de qualité à un prix abordable. Le plan Écophyto était particulièrement désapprouvé par les producteurs de grandes cultures, soutenus sur ce point par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Le changement d'approche, et ça c'est l'engagement qui est pris sur Écophyto avec, comme l'a dit le Premier ministre, la mise en arrêt. Et d'ici le Salon de l'Agriculture, c'est une chose qui va dans le bon sens. Mais mettre sur pause ce plan, qui consiste à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030, c'est une aberration pour une autre frange d'agriculteurs, notamment ceux spécialisés dans le bio. Quand je vois au collectif le nombre de gens qui sont malades des phytos, quand je pense à mon parcours, enfin c'est mon deuxième cancer lié à l'utilisation des phytos et qui est reconnu en maladie professionnelle. Encore une fois, on ne peut pas ignorer que les pesticides sont dangereux, c'est pas possible. Comment imaginer la suite ? Si l'on prend un peu de hauteur désormais, l'enjeu aujourd'hui est finalement de nourrir au mieux les Françaises et les Français, tout en permettant aux agriculteurs et agricultrices de gagner dignement leur vie, tout en protégeant et régénérant les écosystèmes. On est encore trop sur une gestion de crise, une adaptation réactive avec un niveau insuffisant de préparation. Voilà ce que déclarait Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le climat, qui vient de sortir un rapport qui appelle à un changement de cap sur les pratiques agricoles et alimentaires. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune perspective. C'est la profession probablement la plus impactée aujourd'hui par le dérèglement climatique. L'agriculture industrielle, de par les dommages collatéraux qu'elle génère en termes de santé publique, de réchauffement climatique, de destruction de la biodiversité, ne peut pas être considérée comme une solution pérenne. Selon Gaspard Manès, maraîcher dans les Yvelines et porte-parole de la Confédération paysanne Île-de-France. Mais pour diversifier au maximum les modèles agricoles, il faudrait un changement complet de logiciel de la part du gouvernement, qui aujourd'hui soutient en grande partie un seul modèle. Mais aujourd'hui, soutenir l'agro-industriel, soutenir les modèles qui tuent, en fait, ça a un impact direct sur les autres types de modèles. Donc je ne pense pas qu'il faille un seul modèle, je pense qu'il y a plein de façons de faire de l'agriculture. Par contre, il y a certains modèles qui sont destructeurs. Et tout l'argent qu'on met dans l'agriculture, alors productiviste à outrance, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais tout cet argent-là, en fait, il ne va pas à l'agroécologie. Et les 50 millions d'euros qui ont été donnés au bio récemment, excusez-moi, mais c'est trop peu. Dans son rapport du 25 janvier, le Haut Conseil pour le climat montre qu'une planification de long terme avec des mesures d'accompagnement et de transition peut permettre à l'agriculture d'être plus résiliente face aux crises. Face à la situation écologique, le secteur agroalimentaire doit à la fois réduire ses émissions, augmenter le stockage de carbone dans les sols agricoles et se préparer à un climat plus chaud. Selon l'organisme, une réduction de la moitié des émissions du secteur est réalisable, à condition de diminuer de 30% la consommation de produits d'origine animale, de 40 à 100% l'utilisation d'engrais azotés et de développer fortement l'agroécologie et l'agriculture biologique. Mais le Haut Conseil pour le climat déplore des blocages profonds. La structure et le fonctionnement du système alimentaire freinent l'adoption de pratiques agricoles et alimentaires bas carbone. Pour les dépasser, le HCC appelle notamment à renforcer la cohérence entre les objectifs de la planification écologique, la déclinaison de la PAC et la loi d'orientation agricole qui n'a pas encore été présentée. Et dans l'immédiat, face à la crise actuelle, Marion Guillou, agronome et membre du HCC, considère que même s'il y a une plus grande sensibilité des agriculteurs à l'avenir de leurs exploitations face au réchauffement climatique, il est toujours difficile de s'entendre dire qu'il faut changer de pratique. C'est pourquoi il faut désormais accompagner les agriculteurs et réorienter les aides. Alors qu'attend le gouvernement pour lire ce rapport ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre certains enjeux de la crise actuelle. Je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, tant les questions que pose le mouvement sont complexes et variées. Mais nous allons continuer avec Blast à couvrir et décrypter la colère des agriculteurs, avec notamment un long format qui sortira bientôt. Je vous mets comme toujours plusieurs liens pour aller plus loin. N'oubliez pas que Blast est un média indépendant, alors si vous le pouvez, soutenez-nous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.